Le télescope Hubble est en orbite autour de notre planète et observe l'immensité de l'univers et ses mystères. Comme il est en dehors de notre atmosphère, Hubble peut voir bien plus loin que les télescopes terrestres. En plus, il n'y a pas de nuages là-haut, tu sais. Il nous a par exemple aidé à confirmer la théorie des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Il a également découvert tout un tas de nouvelles galaxies, dont la plus ancienne du monde, qui a environ 8 milliards d'années de plus que notre Voie lactée. Mais voyageons à 25 années-lumière pour voir une autre étoile spéciale, Fomalhaut. C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Et elle se trouve dans la constellation du Poisson astral. Elle est presque 2 fois plus grosse et plus lourde que le Soleil. Si tu la regardes de loin, tu peux voir un disque jaune vif autour d'elle. C'est un disque de débris plein de morceaux de roches spatiales et il est énorme. Sa largeur mesure environ 25 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Les scientifiques étaient curieux de savoir si toute cette poussière d'espace allait se rassembler pour devenir un jour une planète. Mais alors, ils ont vu tout autre chose. Juste là, à travers tous ces débris, se trouvait un objet énorme et mystérieux. Un gros point jaune en orbite autour de l'étoile. On aurait dit qu'il glissait sur une patinoire cosmique. En 2008, les scientifiques ont donc annoncé qu'ils avaient découvert une exoplanète appelée Fomalhaut B. C'est la première planète en dehors de notre système solaire que nous pouvions réellement voir de nos propres yeux. Il est difficile de savoir à quel point elle est lourde, probablement comme 2 Mars réunis, et elle vit assez loin de son étoile hôte, environ 4 fois la distance entre le Soleil et Neptune. Une année sur la planète équivaudrait à 1700 années terrestres. Nous serions tous des bébés là-bas. Donc, voici la question. Cette planète existe-t-elle vraiment ? Les scientifiques se sont disputés à ce sujet, puis en 2012, le fidèle télescope Hubble a fourni de nouvelles données. Tout était vrai depuis le début. Si c'était une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne, elle serait incroyablement jeune, environ 10 fois plus jeune que la Terre. Et toute cette poussière autour d'elle semble briller sans arrêt. Il faudrait porter des lunettes de soleil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais et aujourd'hui ? Eh bien, elle a disparu de nouveau. Rien d'autre qu'un gros beignet de débris. Alors, peut-être qu'elle a été détruite par un astéroïde géant, comme celui qui a rayé les dinosaures de la surface de la Terre. À moins qu'elle n'ait été écrasée par un objet libre de masse planétaire. Ce sont des planètes qui volent partout dans la galaxie sans suivre une orbite particulière. Peut-être que toute cette poussière est tout ce qui reste d'une collision frontale. Ou peut-être que quelque chose a déraillé au cœur de la planète et a explosé de l'intérieur. Les scientifiques pensent aujourd'hui que Fomalhaut B n'a jamais vraiment été une planète en soi. Ce n'étaient que les restes de 2 gros rochers qui se sont écrasés l'un contre l'autre. De loin, ce genre d'énorme collision ressemblerait en fait à un point jaune. Ces 2 roches spatiales qui sont rentrées en collision devaient faire au moins 200 km de large. C'est comme la distance entre Washington et Philadelphie. Mais ce n'est pas la première fois qu'une planète apparaît et disparaît ainsi de la vue. Les scientifiques pensaient avoir trouvé une planète de la taille de la Terre en orbite autour de notre voisin Alpha Centauri. Ils l'ont appelée Alpha Centauri Grand B Petit B. Pas vraiment accrocheur. En plus, il s'est avéré qu'elle n'existait pas. Oups! Les scientifiques font des erreurs comme nous tous. Il n'y a pas si longtemps, ils pensaient qu'il pouvait y avoir de la vie sur Vénus. Ils ont trouvé des traces d'un gaz spécial appelé la phosphine. Cela peut être un signe qu'il y a de la vie. L'info a fait les gros titres pendant 1 mois. Mais ensuite, quelqu'un a décidé de revérifier les données. Il y avait un peu de phosphine qui flottait, certes, mais pas autant qu'ils le pensaient. Si tu remontes dans le temps de quelques centaines d'années, tu peux trouver des erreurs encore plus stupides. À l'époque, les gens croyaient que le Soleil tournait autour de la Terre et que notre planète était le centre de tout l'univers. C'est parce qu'ils n'avaient pas d'équipement sophistiqué pour mesurer les données. Les gens voyaient le Soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. C'était suffisant pour dire que le Soleil tournait autour de nous. Qu'est-il donc arrivé avec cette planète ? En gros, Hubble a pris une photo de tout le système stellaire, mais comme elle est tellement loin, la photo est sortie un peu floue. Les scientifiques ont juste vu un gros point jaune et ont supposé que c'était une planète. Les scientifiques n'ont pas l'habitude de prendre des photos de planètes aussi lointaines. Ils doivent normalement utiliser les mathématiques pour les trouver. Les objets spatiaux bougent constamment les uns par rapport aux autres. Cette danse dégage beaucoup d'énergie,
comme l'énergie gravitationnelle et l'énergie lumineuse. Voilà comment cela se passe. Disons qu'un ami à toi se cache derrière un mur. Tu ne peux pas le voir, mais tu peux voir son ombre sur le sol. C'est un peu comme ce que font les scientifiques quand ils regardent les étoiles à la recherche de planètes. Et alors, une planète a disparu à des milliards de kilomètres d'ici. Ok, mais que se passerait-il si notre système solaire parfaitement équilibré perdait une de ses planètes? Tu peux être sûr que cela affecterait nos vies. Mercure est en tête de liste. Bonne nouvelle, elle est trop petite pour avoir un effet gravitationnel sur notre planète. Donc, on ne remarquerait même pas sa disparition. La prochaine sur la liste est Vénus. Cette planète chaude est parfois appelée la sœur jumelle de la Terre. Elle est complètement inhabitée, bien sûr. À part cela, Vénus est l'un des points les plus brillants de notre ciel nocturne. Sortons-la du système solaire et... waouh, il fait beaucoup plus sombre la nuit. Mais quand même, ce n'est pas vraiment un problème non plus. Mars. La vie sans Mars pourrait même être une bonne chose pour la Terre. Il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. La gravité de Mars peut prendre un astéroïde de cette ceinture, le faire tourner et le catapulter vers nous. Sans Mars, les astéroïdes resteraient en place grâce à la gravité de Jupiter. Jupiter est plus lourde que toutes les planètes de notre système solaire réunies. Elle retient la ceinture d'astéroïdes et sa gravité est assez forte pour affecter la Terre. Quelques milliers d'années après sa disparition, nous remarquerions de grands changements. Nous nous rapprocherions du Soleil, ce qui signifie plusieurs choses. 1. Nous aurions un climat beaucoup plus chaud toute l'année. Et 2. Nos jours, nos semaines et nos années seraient plus courts. Saturne, Uranus et Neptune sont trop loin pour que nous puissions remarquer leur disparition. Il n'en reste plus qu'un, non, ce n'est pas Pluton. Et si la Lune disparaissait? En gros, ce serait le chaos. La Terre s'inclinerait encore plus qu'elle ne le fait déjà, et le climat dans le monde entier deviendrait fou. Encore plus fou que maintenant. Cela pourrait même conduire à une nouvelle ère glaciaire. La Terre se mettrait à tourner beaucoup plus vite, de sorte qu'au lieu de 24 heures par jour, nous pourrions avoir entre 6 et 12 heures. Et même si les nuits seraient beaucoup plus courtes, elles seraient aussi beaucoup plus sombres qu'auparavant. Lorsque nous observons la Lune, nous voyons en fait le Soleil qui réfléchit sa lumière dessus. La Lune, même nouvelle, est généralement l'objet le plus lumineux dans le ciel nocturne. Si le Soleil devait disparaître de notre ciel, ce serait la fin de la partie. Cette étoile est le centre de tout notre système solaire. Sans elle, les orbites de toutes les planètes s'effondreraient et nous nous déplacerions dans le chaos le plus total. La Terre, la Lune et toutes les autres planètes voisines se précipiteraient dans l'univers et se dirigeraient vers... Enfin, nous ne savons pas. Le jour serait un vieux souvenir, car nous aurions besoin du Soleil pour cela. Donc la nuit serait éternelle, nous ne verrions probablement plus jamais la Lune, nous ne verrions probablement plus jamais rien. La Terre deviendrait de plus en plus froide et toute l'eau de la planète gèlerait progressivement. Mais que se passerait-il si le Soleil se transformait en un trou noir? Nous pourrions toujours tourner autour en espérant que nous soyons assez éloignés pour rester en sécurité. Mercure et Vénus pourraient être engloutis, mais nous pourrions avoir de la chance. Nous resterions donc là où nous sommes, mais nous n'aurions pas le Soleil pour nous réchauffer. Si cela se fait assez lentement, nous pourrions être en mesure de nous adapter. Nous aurions besoin d'une nouvelle source d'énergie, d'une nouvelle source de lumière, et les plantes devraient s'adapter pour obtenir leur énergie d'un autre endroit. Nous devrions probablement construire une énorme tente au-dessus de chaque ville, forêt, océan. Ou nous pourrions tout simplement sauter dans une navette et partir sur une autre planète. Quelle histoire! Sympa et ravi de présenter la première vidéo sur une ancienne carte du ciel d'une grande importance découverte récemment. Nous te présentons l'archéoastronomie. Cette carte, astucieusement cachée dans les étoiles de l'hémisphère sud, précède toutes celles qui ont été publiées par les explorateurs hollandais et anglais au XVIe et au XVIIe siècle. Figure-toi que tous les équipages d'expéditions de l'Empire espagnol au XVIe siècle s'en servaient pour se repérer en dessous de l'équateur. Elle indiquait aussi toutes les positions des ressources naturelles dans le Nouveau Monde. S'il y avait un document top secret à l'époque, c'était bien celui-là. Lorsqu'il se trouvait au nord de l'équateur, les équipages utilisaient l'étoile du Nord pour se repérer. Située presque au-dessus du pôle Nord, l'étoile du Nord, appelée étoile polaire, est la seule étoile qui reste immobile dans le ciel malgré la rotation terrestre.
Les chronophotographies pointées sur l'étoile du Nord montrent les traînées des étoiles circumpolaires, mais l'étoile polaire reste virtuellement au même endroit. Au nord de l'équateur terrestre, l'étoile polaire est un indicateur du nord. La hauteur ou l'altitude de l'étoile polaire par rapport au niveau de la mer indique notre latitude par rapport à l'équateur. L'étoile polaire n'est pourtant pas visible au sud de l'équateur. Il n'existe aucune étoile du pôle sud. Au fur et à mesure que les embarcations espagnoles s'approchaient de l'équateur en direction du sud, l'étoile polaire disparaissait peu à peu derrière la poupe. Les navigateurs espagnols et portugais ont bien vite compris que l'étoile polaire allait disparaître à l'horizon et qu'elle ne pouvait plus leur servir de guide. L'angoisse de naviguer dans des eaux inconnues sans point de repère a commencé à monter. C'est alors qu'ils ont identifié la première constellation de la carte du ciel secrète de l'hémisphère sud, Crux, la Croix du Sud. Cette constellation lumineuse, située en face de la proue des navires, est devenue l'indicateur du sud. La constellation Crux est représentée dans plusieurs drapeaux de pays de l'hémisphère sud, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Samoa et la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le Pacifique Sud, et dans le drapeau du Brésil dans l'Atlantique Sud. Comme nous le verrons plus loin, ces positions géographiques très différentes sont la clé pour distinguer les incohérences entre les constellations modernes et cette carte du ciel secrète. La deuxième constellation créée par les équipages est reportée sur la carte du ciel secrète et tout aussi utile que Crux, mais beaucoup plus petite et moins lumineuse. La constellation Musca, la mouche, n'est composée que de petites étoiles peu lumineuses et a été très utile pour les matelots, au moins aussi utile que la Croix du Sud. L'hémisphère céleste du Sud est beaucoup plus riche en étoiles que l'hémisphère céleste nord. Le ciel de l'hémisphère sud est vraiment plein d'étoiles. Ceci s'explique par le fait que le Soleil est situé en quelque sorte au-dessus du disque de la Voie lactée. Quand les personnes qui vivent dans l'hémisphère nord regardent le ciel, elles voient ce qui est en dehors de la Voie lactée. Les personnes de l'hémisphère sud voient le centre de la galaxie et donc beaucoup plus d'étoiles, de nébuleuses planétaires et le grand et le petit nuage de Magellan, qui sont les galaxies voisines de la Voie lactée. C'est pour cela que l'astronomie de l'hémisphère sud vante les télescopes les plus performants et les observatoires les plus équipés. Il y a beaucoup plus de choses à voir de l'intérieur. Mais alors, pourquoi est-ce que, parmi la multitude d'étoiles du ciel de l'hémisphère sud, Musca est-elle une constellation si importante? Pourquoi a-t-elle été placée juste en dessous de la Croix du Sud? Parce que quand on voit une mouche sur un navire, c'est un très bon signe. Ça signifie que la Terre est proche. Et quand on arrive d'Espagne, on n'a qu'une hâte, c'est de voir la Terre. La constellation suivante dessinée sur la carte du ciel secrète se situe à bâbord du navire. Si on navigue vers le sud, le bâbord, ou le côté gauche, se situe vers l'est, en direction de l'archipel d'îles situé au large des côtes du Brésil. La troisième constellation est encore une constellation petite et peu lumineuse, le Caméléon. Caméléon était un code secret utilisé dans les expéditions. Cela signifiait « ne va pas là-bas ». Enfin si, vas-y si tu y tiens, mais tu ne mangeras au dîner que des caméléons. Il n'y a pas beaucoup d'autres ressources dans le coin. La constellation du Caméléon indique donc un endroit où on ne doit pas aller. Ne te fais pas avoir par ces îles. La Terre y est stérile. À tribord toutes. C'est par là le continent. Un autre sens interdit plus à l'est de Caméléon, c'est volant, le poisson volant. Par là non plus, il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Maintiens le cap vers le sud-ouest. Maintenant qu'on longe la côte, on peut commencer à superposer la carte du ciel secrète à la carte de l'Amérique du Sud. On remarque tout de suite que quelque chose cloche. La constellation Apus, l'oiseau de paradis. L'oiseau de paradis n'a pas grand-chose à voir avec l'Amérique du Sud. Il est originaire des îles du Pacifique Sud. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre exploration de l'Amérique du Sud, en suivant cette carte créée par les navigateurs espagnols et portugais, nous allons voir que de nombreux oiseaux sont désignés dans différents emplacements. Apus est donc volontairement situé au-dessus de l'Amérique du Sud pour donner l'image d'un oiseau particulièrement beau et non pas pour désigner un oiseau de paradis en tant que tel. Il se peut que les marins aient aperçu un cotinga à cordon bleu, une mérulax de Stresemann, n'importe quel autre perroquet coloré, ou bien, plus probablement, un quetzal brillant que l'on trouve au Venezuela et en Guyane. Dans tous les cas, Apus indique un oiseau vivant dans la forêt. Une ressource naturelle de grande valeur pour l'Empire espagnol. En naviguant entre le Caméléon et Apus, les navires espagnols longeaient la côte du grand continent d'Amérique du Sud.
Passé l'embouchure de l'Amazone, qui n'avait pas de nom à l'époque, les navigateurs aperçoivent Hydrus, l'hydre mâle, qui dénote clairement les ressources hydriques de l'Amazone. Le cap Branco, ou Cabo Branco en portugais, indique le point le plus à l'est du continent sud-américain. C'est là qu'on rencontre Dorado, l'espadon, qui est à la fois une constellation et un plat raffiné au menu des meilleurs restaurants portugais. Le dorado est une ressource marine importante, plus appétissante que les caméléons et les poissons volants ou la viande salée à bord des navires. Le toucan est un autre oiseau de la carte du ciel que nous rencontrons en longeant la côte vers le sud, en suivant ce que l'on appelle aujourd'hui le courant du Brésil. La présence de toucana à cet emplacement, plus ou moins à la hauteur de l'Argentine, indique la présence de fruits et noix. La constellation suivante est celle du phénix, oiseau immortel de la mythologie classique. Il renaît de ses propres cendres. Nos marins ont navigué plus au sud que n'importe quel Européen avant eux. Ils pensaient atteindre l'île des Épices, à côté de l'Inde, mais ils sont sur la mauvaise trajectoire. Les paysages sont maintenant effrayants. Tierra del Fuego, la terre de feu parsemée de volcans qui crachent de la lave. Des aurores jamais vues éclairent le ciel de rideaux rouges, verts et bleus. Les courants sont devenus froids. Les navires traversent difficilement le détroit de Magellan, la porte du Pacifique. La constellation du Phénix représente l'entrée des navigateurs dans le Pacifique et le tant attendu retour vers le nord. On s'éloigne enfin de la Terre de Feu. C'est ici que toutes les cartes du ciel depuis 1603 situent Grus, la constellation de la grue. Mais Grus n'est pas vraiment une grue. Ces oiseaux ne vivent pas en Amérique du Sud. Il est temps de résoudre le mystère sur ces noms qui portent à confusion. Apus n'est pas un oiseau de paradis. Grus n'est pas une grue. Et nous verrons que Pavot n'est pas un paon. Toutes ces constellations ont été cartographiées par le cartographe hollandais Petrus Plancius, 1552-1622, celui qui dessine les cartes, en se basant sur les observations célestes d'un certain Peter Kaiser depuis l'île de Madagascar. Le Madagascar a été découvert par une expédition portugaise composée de 13 navires en 1500. Depuis, les navires portugais s'y sont rendus régulièrement. Il semblerait que Peter Kaiser ait été en contact avec un marin portugais qui lui aurait indiqué toutes les constellations de l'hémisphère sud qui avaient été repérées par les marins espagnols et portugais durant les expéditions espagnoles autour de l'Amérique du Sud, notre carte du ciel secrète. Il n'existe pas de preuve à cette version des faits, mais cela expliquerait la confusion des constellations qui seraient de vrais oiseaux originaires d'Amérique du Sud, comme dans notre carte secrète, et non pas des oiseaux des Indes orientales, comme dans toutes les cartes du ciel moderne. Grus n'est pas une grue, c'est un flamant rose. Les flamants roses vivent au Chili. Les marins qui ont logé la côte ouest de l'Amérique du Sud ont vu des flamands. Cette même constellation, que l'on appelle aujourd'hui Grus, s'appelait Phenicopterus au début du XVIIe siècle. Phenicopterus signifie flamand en latin. Grus est un flamand. Une erreur semblable a été faite avec la constellation Pavot, le paon dans les cartes modernes. Pavot signifie paon en latin. Mais il n'y a pas de paon en Amérique du Sud. Ils sont originaires du Pacifique Sud. Cependant, le mot pavot signifie dinde en espagnol. Et oui, les dindes existent en Espagne. Mais voilà, dinde en portugais se dit Pérou. L'un des oiseaux les plus connus du Pérou est le condor, qui est l'oiseau volant le plus grand du monde. La constellation de Pavot est un condor, qui ressemble plus à une dinde qu'à un paon. La présence de condors indique la présence de gibier. Nous sommes à présent au niveau de l'équateur, après avoir longé la côte ouest de l'Amérique du Sud, et voici la constellation Indus, le fleuve qui mène vers l'Inde. Le courant équatorial sud nous emmène jusqu'ici à travers le Pacifique. C'est tout pour la carte du ciel secrète. Ah, et n'oublie pas de stocker des limes à Lima. La traversée du Pacifique est longue, et les limays, les marins, doivent consommer de la vitamine C pour rester en forme. Bételgeuse, une supergéante rouge. Cette boule de plasma en ébullition est l'une des plus grandes étoiles de notre galaxie et l'une des plus brillantes. Elle est 500 fois plus grande que le Soleil, mais elle est en état de pulsation, ce qui fait qu'elle grossit et rapetisse. À son apogée, elle fait 800 fois sa taille moyenne.
Si cette étoile était une corbeille, elle pourrait contenir environ 300 millions de soleils, alors que son poids n'est que 17 fois supérieur. Et là, à environ 500 années-lumière, se trouve la Terre. Nous lançons notre vaisseau spatial et entamons notre voyage vers Bételgeuse. En quelques secondes, nous avons déjà parcouru 390 000 km et nous sommes près de la Lune. Cette distance représente 9,5 fois le tour de la Terre. Une navette spatiale actuelle propulsée par une fusée aurait mis 3 jours pour arriver jusqu'ici. Nous sommes maintenant près de Mars. Le vol vers la planète rouge dure généralement 7 mois. Plusieurs rovers sont actuellement à l'œuvre ici, ainsi que le tout premier drone volant Ingenuity. La surface de Mars est 3 fois plus petite que celle de la Terre, mais la planète est également 10 fois plus légère. On espère bientôt y envoyer une colonie humaine. Juste au-delà de Mars, nous devons esquiver de nombreuses roches spatiales. C'est la ceinture d'astéroïdes. Elle contient des débris et des objets spatiaux de taille et formes différentes. Le plus gros d'entre eux est Cérès. Sa surface est légèrement plus grande que la superficie de l'Argentine, et son poids représente environ 1% de celui de la Lune. Le poids total de toute la ceinture d'astéroïdes est 25 fois inférieur à celui de la Lune. Ensuite, nous passons devant les géantes gazeuses Jupiter et Saturne. Ce sont les plus grandes planètes du système solaire. Ce sont aussi les plus lourdes, même si elles n'ont pas de surface solide. Ensuite, nous passons par Uranus et Neptune. On les appelle géantes de glace. Et à l'extrême limite du système solaire, nous voyons Pluton. Elle était autrefois considérée comme une planète à part entière, mais elle a été retirée de la liste. Nous voilà maintenant à 7 milliards de kilomètres de notre maison. Il a fallu à la sonde spatiale New Horizons environ 9 ans pour arriver jusqu'ici. Accroche-toi à ton siège, on va accélérer. Nous traversons la ceinture de Kuiper. Il y a beaucoup d'astéroïdes et de blocs de glace ici. Ce sont les matériaux de construction les plus anciens de notre système solaire. Il y a plusieurs milliards d'années, notre monde ressemblait à un nuage de ces astéroïdes. Nous continuons notre voyage et atteignons le bord du système solaire, l'héliosphère. Nous nous sommes déplacés jusque-là grâce au vent solaire, mais il commence à ralentir car il entre en collision avec le vent interstellaire et se réchauffe. C'est ce qu'on appelle le choc terminal. La sonde spatiale Voyager 1 a atteint ce point en décembre 2004. Nous arrivons maintenant là où l'héliosphère se termine et où l'espace interstellaire commence. C'est l'héliopause. En 2012, Voyager a franchi cette limite et est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme à atteindre l'espace interstellaire. Mais le message de Voyager rapportant cet événement est arrivé sur Terre près d'1 an plus tard, en raison de l'énorme distance. Il a fallu 35 ans à Voyager 1 pour parcourir tout ce chemin. Et la voilà. Cette sonde est aussi longue qu'une voiture et fait le poids de 2 motos. Il y a une plaque en or sur sa coque. C'est un message de l'homme aux potentielles civilisations extraterrestres. Elle contient des images de paysages terrestres, des enregistrements de voix humaines et notre ADN. Voyager est opérationnel depuis 43 ans et a parcouru plus de 22 milliards de kilomètres. Cela équivaut à 152 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Et elle continue de filer dans l'espace à plus de 60 000 km/h. Nous voilà maintenant près de l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima Centauri. Nous sommes si loin de chez nous que même la lumière a besoin de plus de 4 ans pour parcourir cette distance. Avec une navette normale, ce voyage aurait duré 73 000 ans. La raison pour laquelle nous voulions nous rendre ici était la présence d'une planète semblable à la Terre appelée Proxima Centauri b. Elle est 10 fois plus grande que la Terre et légèrement plus lourde. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte. Cela signifie que de l'eau à l'état liquide pourrait se trouver sur cette planète et que la vie pourrait s'y développer. Mais cette étoile produit occasionnellement des éruptions. Récemment, sa luminosité a été multipliée par près de 1000. Elle a émis tellement de radiation que toute forme de vie aurait cessé d'y exister. Nous voilà maintenant à plus de 8 années-lumière de la Terre. L'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne est Sirius. Elle est si brillante qu'on peut même la voir pendant la journée. Mais en réalité, il y a 2 étoiles, Sirius A et B, qui orbitent autour d'un centre de gravité commun. Ces étoiles se déplacent vers notre système solaire à près de 8 km par seconde, soit la vitesse maximale d'une supercar haut de gamme. Stop! Nous sommes arrivés près d'une planète potentiellement habitable, à 39 années-lumière de la Terre. C'est Trappist 1D. Son étoile hôte est une naine blanche. C'est une étoile froide, 10 fois plus petite et plus légère que le Soleil.
Il y a 7 planètes autour d'elle, mais TRAPPIST 1D est la plus similaire à la Terre. Elle est seulement 30% plus petite et 3 fois plus légère. Mais sa surface est rocheuse et la température y est de 9 degrés Celsius. On s'y sent bien avec une petite laine. Il pourrait même y avoir une atmosphère, des montagnes et des océans, ce qui veut dire que cette planète pourrait accueillir une colonie humaine. Mais il faudrait 677 000 ans pour y arriver avec des navettes traditionnelles. Et voici notre objectif principal, Bételgeuse. Il faudrait près de 8,7 millions d'années pour y arriver avec une navette spatiale actuelle. Cette étoile est si grande qu'à côté, notre vaisseau ressemble à un grain de sable. Remontons le temps pour voir ce qui est arrivé à cette étoile. Il y a d'abord eu une magnifique nébuleuse. C'est un nuage de poussière et de débris spatiaux qui s'est progressivement comprimé sous son propre poids. Une réaction nucléaire s'est alors formée en son cœur et boum, une étoile est née. Au début, Bételgeuse était chaude et très massive, mais elle ne s'est pas étendue et est restée stable. Observons son cœur. Les réactions nucléaires dans le cœur de l'étoile créent beaucoup de chaleur et d'énergie. Cela produit une force, poussant les parois de l'étoile vers l'extérieur, ce qui provoque son expansion. Mais en même temps, l'étoile est très lourde, donc sa gravité exerce une pression sur elle depuis l'extérieur. Lorsque ces deux forces sont équilibrées, l'étoile reste stable. Mais avec le temps, toute étoile perd son combustible, l'hélium et l'hydrogène. Des éléments plus lourds du noyau se joignent alors à la réaction nucléaire. En brûlant, ils libèrent plus d'énergie que la gravité ne peut en contenir. L'étoile commence alors à s'étendre. C'est ce qui arrive à Bételgeuse. Elle est déjà si grande que si on la plaçait au centre de notre système solaire, son bord toucherait la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Bételgeuse va continuer à s'étendre jusqu'à épuiser complètement son carburant. Puis, la gravité l'emportera, sa taille diminuera, puis elle fera un énorme boom. Son explosion, ou supernova, sera si aveuglante que Bételgeuse brillera plus que notre Lune. Heureusement, la Terre est trop éloignée pour que cette explosion puisse ennuyer l'homme. Le fort courant de matière qui sera éjecté lors de l'explosion n'atteindra le système solaire que 6 millions d'années plus tard. Puis, le vent solaire arrêtera ce flux, donc nous ne risquons rien. Bételgeuse est susceptible d'exploser à tout moment au cours des 10 000 prochaines années, bien que des scientifiques pensent que cela n'arrivera pas avant 100 000 ans. Revenons juste avant l'explosion de Bételgeuse. Il peut y avoir un autre scénario plus intéressant. La gravité pourrait comprimer son noyau massif avec une telle force qu'un trou noir se formerait à sa place. Les trous noirs sont ce qu'il y a de plus lourd dans l'univers. Ils ont une force gravitationnelle incroyable dont même la lumière ne peut échapper. Le trou noir de Bételgeuse commencerait à aspirer la poussière cosmique et les restes de l'étoile. Tous ces débris, ainsi que la lumière des autres étoiles, se retrouveraient prisonniers jusqu'à la ligne d'horizon de ce trou noir en expansion. Pour la première fois de l'histoire, nous pourrions assister à la naissance d'un trou noir. Mais en réalité, Bételgeuse est trop légère pour devenir un trou noir, et il est plus probable qu'après son explosion, elle se transforme en une naine blanche qui s'estompera progressivement jusqu'à devenir invisible.